On commence maintenant un panel sur l'invisibilisation des femmes et la place des femmes dans l'art, dans le secteur artistique. Je partagerai le plateau ce soir avec Claire Williams, que je vous invite à vous joindre à moi. Alors Claire, Juliette, Élise. Comme je disais, je vais commencer à présenter les intervenants avec nous ce soir. Je commence avec Lise, Lise van Kampenhout, est diplômée en histoire de l'art et en archéologie. C'est une formation qu'elle a complétée par une master en état-études des genres. Ses recherches portent principalement sur la représentation des femmes, la visibilisation des artistes femmes et les actrices du monde de l'art en Belgique. Après une expérience de guide conférencière, elle a débuté, il y a peu longtemps, une thèse de doctorat à l'UCL, comme une bourse fraîche, en copromotion avec le MRBAB. C'est les Musées Royaux des Beaux-Arts. Voilà, pardon, je lis. Les Musées Royaux des Beaux-Arts, sur le thème des artistes femmes en Belgique entre 1945 et 1970. À sa droite, on a Juliette. Juliette Dubas est productrice et commissaire d'exposition spécialisée dans les arts numériques, un domaine dans lequel elle est active depuis 2009. Elle s'occupe vraiment de créer des liens entre les artistes, les festivals, les acteurs du monde artistique en général. En Belgique, ici, elle dirige le studio Joanie Lemercier et depuis 2020, donc l'année passée, elle développe un nouveau parcours d'art lumineuse, d'art et lumière pour la ville de Louvain. Elle travaille beaucoup à l'international. Elle est basée en Belgique depuis 2013. Elle travaille aussi un rôle au sein de la commission d'art numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles autant qu'expert. Et avec moi, en 2019, elle a cofondé Saloon, qui est un réseau, l'antenne belge, d'un réseau international. Saloon est un réseau international des femmes travaillant dans le secteur des arts. La troisième intervenante est Claire Williams, basée à Bruxelles, une artiste qui se focalise sur les multiples variations du spectre électromagnétique, on peut dire. Elle travaille actuellement sur l'exploration de l'éther au croisement des pratiques des sciences occultes et d'expérimentales. Elle explore aussi la relation qu'on a avec l'invisible et elle essaye de réactiver des pistes abandonnées de certaines scientifiques et chercheurs et chercheuses du 19e siècle. Elle est diplômée d'un master en design textile à Lacambre et du Fresnoy en France. Et elle est carrément déjà bien exposée à l'international, etc. Et elle enseigne aussi en différentes écoles d'art. Donc, maintenant qu'on a un petit aperçu des magnifiques femmes qui partagent le plateau avec moi ce soir, j'aimerais bien commencer avec Lise, qui est la meilleure personne pour nous donner un petit point de vue historique de qu'est-ce que s'est passé, où sont les femmes, où elles ont été, et pourquoi aujourd'hui on a besoin d'être là, on a besoin de se poser cette question. Oui, alors c'est vrai que j'avais le sentiment qu'on passe son temps à expliquer pourquoi on ne voit pas les artistes femmes aujourd'hui. Du coup, j'avais le souhait peut-être de plus me focaliser sur l'histoire des expositions d'artistes femmes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est génial. Parce que bon, voilà, on sait bien que les femmes à travers l'histoire ont eu des contraintes dans tous les sens. Néanmoins, elles ont toujours créé. En fait, ces contraintes, elles ne sont pas que matérielles, puisque même quand il y avait des artistes femmes, elles ont été quand même effacées de la manière dont on a écrit l'histoire de l'art. Un petit exemple très très concret, dès les vies de Vasari, qui est vraiment l'ouvrage d'origine et cette volonté de structurer l'histoire de l'art, il y avait déjà des artistes femmes, comme par exemple Catharina van Hemesem, qui est une artiste belge.
Et puis, au fur et à mesure des siècles, eh bien, on a des artistes femmes qui se sont rajoutées dans tout un tas de recueils. Alors, des recueils qui reprenaient des hommes et des femmes, ou des femmes uniquement durant le XVIIIe et les XIXe siècles. Et puis, paf, au XXe siècle, on a la bonne grosse histoire de l'art de Gombrich, que vous connaissez sans doute toutes et tous. Et là, bingo, il n'y a plus de femmes. Elles ont disparu. Donc, on se rend bien compte que ce n'est pas tout à fait naturel et qu'on a ici un point de vue, une économie aussi, qui va effacer ces artistes femmes. De manière active. De manière complètement active. Alors, est-ce que c'est conscient? J'espère que non. Ça ne peut pas être un oubli. Mais clairement, on part d'ouvrages où il y a des artistes femmes et on les efface complètement, purement et simplement. Enfin, l'histoire de l'art de Gombrich, c'est vraiment, il n'y a pas une seule femme dans la première édition. Voilà. Alors, donc cette exposition d'artistes femmes, on peut avoir le sentiment que c'est un phénomène assez récent, parce que c'est vrai que les expositions d'artistes femmes fleurissent énormément dernièrement en France, en Belgique. Parfois, on en a même peut-être un peu marre, on se dit, bon, ça va, on a compris. Ces grosses étiquettes alléchantes, exposition d'artistes femmes, parfois, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. On a envie simplement que ces femmes soient intégrées dans les expositions sans qu'on doive coller l'étiquette dessus. En fait, ces expositions, dès le départ, dès le 19e siècle, elles ont été une arme pour les artistes. Une arme pour être visible, une arme pour se faire connaître, une arme pour trouver une légitimité sur le marché de l'art. Et donc, par exemple, à Paris, on trouve le salon des femmes peintres et sculpteurs, qui existait dès 1881, et ce jusqu'en 1994. Donc, des femmes qui se sont rassemblées pour dire, voilà, nous, on a une production de femmes, et donc on a une légitimité à donner notre point de vue dans le champ artistique. Alors clairement, à ce moment-là, c'était l'essentialisation, le fait de dire qu'il y avait un style féminin, c'était une arme pour pouvoir se faire une place dans le marché de l'art. Alors à Bruxelles, on a aussi eu ce type de salon, mais qui a eu une vie assez courte, puisque le Cercle des femmes peintres de Bruxelles a eu lieu de 1888 à 1893, donc une histoire bien moins longue qu'en France. Ensuite, donc cette étiquette, je dirais, de femme artiste, elle va être rejetée par les artistes femmes, qui vont dire, ok, nous, c'est fini cette étiquette de femme artiste, on est des artistes tout court. Et ça, je dirais que c'est vraiment un mouvement qui se met en place après la Deuxième Guerre mondiale, la volonté d'exister en tant qu'artiste à part entière. Concrètement, quand on observe ces artistes femmes dans leur manière de se fréquenter, de se connaître, de participer à des réseaux, on se rend compte du coup qu'elles sont dans une posture où elles sont vraiment des rivales. Parce que même si elles veulent exister comme artistes femmes tout court, elles ont bien conscience qu'il n'y aura pas de la place pour 10 femmes artistes tout court dans les milieux qu'elles fréquentent. Et donc souvent elles se disputent. 2 femmes surréalistes belges, Jeanne Graverolles et Rachel Bass, elles font que se tirer dans les pattes. Donc on voit ça aussi entre 2 abstraites, Bert Dubaï et Suzanne Tienpont, elles ne s'aiment pas du tout, etc., etc. Et puis on a les années 70 et cette deuxième vague du féminisme, où on a d'une part des artistes qui vont s'emparer de l'identité de femme comme arme politique, se rassembler, se soutenir les unes les autres, créer des réseaux, mais ça va être aussi des historiennes de l'art qui vont commencer à dire « Ok, cette question que tu posais au départ, où sont les femmes artistes ?» Et à ce moment-là, on va avoir une explosion d'expositions historiques où on va vraiment aller à la recherche de ces artistes femmes qui ont été effacées de manière assez récente finalement. Alors un exemple important, c'est l'exposition Femmes artistes 1550-1950 qui a été orchestrée entre autres par Linda Nochlin. Linda Nochlin, cette chercheuse féministe qui avait posé la fameuse question qu'on cite dans tous les sens, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? Voilà, d'autres expositions dans les années 80, l'autre moitié de l'avant-garde, donc vraiment le pendant de femmes des avant-gardes qui ont ponctué le XXe siècle. Et d'ailleurs, cette fameuse exposition, l'autre moitié des avant-gardes, il y a une artiste qui a réagi à cette proposition d'exposition. J'avais envie de vous lire cette citation parce que je la trouve assez géniale. C'est Dorothea Tenning, qui est une artiste surréaliste. Dis, tu me coupes si je parle trop parce que je sens que je suis déjà lancée. Donc, elle a eu cette invitation de participer à l'exposition des avant-gardes et elle écrit à la commissaire « Vraiment, avec toute la meilleure volonté,
je ne puis en toute conscience participer à une exposition qui ne s'occupe que de la moitié des êtres, les femmes, en excluant l'autre moitié, les hommes. D'autre part, supposons que je ne sois pas une femme. Il me semble que pour un projet comme le vôtre, un examen médical s'impose. Surtout à cette époque où l'imposture renaît et où une femme que l'on suppose être une femme peut se révéler être un homme. Croyez, chère madame, que si mes tableaux ont figuré dans les expositions de femmes, c'est en dehors de ma connaissance. Donc ici, évidemment, un témoignage très intéressant sur cette volonté de ne pas être ghettoisé comme un chapitre à part entière d'histoire de l'art où on regrouperait toutes les femmes, mais aussi, évidemment, ici une question intéressante au niveau de la division binaire de ces expositions et donc, effectivement, ces catégories qui sont problématiques. Donc voilà, on s'en rend compte avec ce très bref aperçu historique de ces expositions d'artistes femmes qu'en fait les expositions qu'on voit aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est pas une révolution. On se rend même compte qu'en fait ça fait 50 ans qu'on essaye de visibiliser les femmes à travers des expositions thématiques et on se rend compte de manière assez désespérante que ça change pas grand-chose et j'imagine qu'on y reviendra un peu plus tard à travers cette discussion. Ça, c'est le parfait là, en fait, pour passer la parole à Juliette. Juliette, dans ta pratique en tant que commissaire, moi, je suis au courant, je sais que tu fais beaucoup d'efforts dans le milieu numérique, qui est un milieu assez masculin, ou pas, ça c'est la grande question aussi, de donner la place, de visibiliser et de rendre le jeu un peu plus égalitaire. Alors moi déjà, à la base, je pense que je suis éthiquement contre l'idée des quotas ou de la discrimination positive. Nonobstant, tant que la situation est problématique, je pense qu'il faut un peu aller contre le courant. Et voilà, sans imposer des quotas ou ayant moi-même régulièrement reçu des invitations commençant par... Nous vous invitons à faire partie de ce jury parce que vous êtes une femme. C'est quand même assez blessant de recevoir ce genre d'invitation. Donc j'essaye de ne pas reproduire ce schéma et de surtout pas sélectionner des œuvres ou des artistes parce qu'elles sont d'un sexe ou d'un autre. Mais voilà, moi par rapport à mon parcours, je suis encore une jeune commissaire parce que je viens plus avec un parcours de productrice travaillant auprès des artistes et j'agis comme commissaire depuis 3-4 ans. Et en fait, mes premières expositions étaient dans des formats et des contextes d'assez moyenne, petite échelle. Et bon, comme je viens de ce parcours de productrice, je vais avoir une approche assez terre-à-terre et pragmatique de la question. Mais je n'ai pu que constater que quand on est sur des plus petites ou moyennes échelles et une approche curatoriale qui avait des sujets plus fins, plus poétiques, plus narratifs, j'avais aucune difficulté à ce que ma sélection présente autant de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que je ne m'imposais absolument pas de quota et arrivé à ma sélection d'œuvres que je voulais exposer pour un contexte X ou Y, voilà, il y avait des femmes. Parce que aussi, je travaille activement à découvrir leur travail, à suivre les nouveaux projets qu'elles font, etc. Et donc depuis 2020, je suis aussi commissaire d'un événement qui est à très grande échelle, qui est dans des grands espaces et aussi l'espace public. Et peut-être que vous savez qu'hier s'est ouvert le festival Bright à Bruxelles. Eh bien, cherchez les femmes dans les festivals d'art-lumière, vous n'en trouverez pas beaucoup. Si vous cherchez bien, vous en trouverez quelques-unes dans des grands collectifs ou dans des agences. Ou voilà, à partir du moment où on a 10-12 personnes, c'est sûr, on finit par trouver des femmes. Mais des œuvres vraiment portées par une femme artiste, vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc, en tant que commissaire de ce parcours d'œuvres à plus grande échelle pour la ville de Leuven, j'ai dû un peu plus activement me transformer en coach. C'est-à-dire, et c'est quelque chose que je faisais déjà en tant que membre de jury ou experte à la commission art numérique, c'est-à-dire que quand on dit à des artistes femmes dont on connaît le travail, mais soumets un projet, ou alors quand j'étais commissaire du Stripe Festival à Eindhoven, qui chaque année offre 20 000 ou 30 000 euros pour commissionner des nouvelles œuvres, quand on voit ce qu'on reçoit en tant que jury,
voilà, je suis désolée de tomber dans les généralités, ça va peut-être être le problème d'une partie de cette discussion, mais les hommes ne se disent pas mon dossier n'est pas assez bien, mon projet n'est pas assez abouti, alors que des femmes artistes vont vous dire ah ouais mais je sais pas, tu sais, oh là là c'est très grand, ou alors je suis pas sûre que mon projet soit encore prêt, etc. Donc voilà, je pense que mon rôle voilà, actif, presque activiste et un peu en amont, plutôt que d'imposer des quotas, mais d'aller dire à des artistes, voilà, à Leuven, j'ai présenté un projet sur une façade de 40 mètres de haut d'une artiste qui n'avait jamais rien exposé de plus de 2 mètres. Aussi parce qu'elle ne ressentait pas forcément ce besoin de s'exprimer à une échelle grandiose. Mais moi, j'étais convaincue que son travail trouverait vraiment sa place et son format sur cette très grande façade. Mais ce projet n'existait pas. Il a vraiment fallu voilà, le rendre possible. Et je pense que l'autre solution, et enfin, j'en reste convaincue, pour moi, c'est au niveau de l'école. Ça ne sert à rien de mettre des quotas à la sortie dans le résultat si on ne rend pas possible les projets et des artistes qui ont confiance en elles, qui ont été pendant leurs études valorisés et mis en avant. Donc moi je pense que c'est vraiment au niveau de l'école qu'il faut agir pour que naturellement les choses se fassent. Donc, question de légitimisation et légitimité sentie. Donc au niveau des artistes, encore une fois, très naturellement, la parole passe à Claire. Enfin, Claire, tu es artiste numérique, mais pas que, dans le sens que tu te plonges, tu n'as pas peur de te plonger dans des sujets un peu marginales, qui ont été parfois marginalisés, surtout tu t'intéresses à des sujets scientifiques, mais tu les prends dans des angles intéressants, dans des angles inattendus, tu te laisses inspirer beaucoup par des femmes, par le travail des femmes et des pratiques alternatives. Donc tu veux un peu rebondir sur ce que Juliette vient de dire par rapport à la légitimité des femmes, surtout des femmes par exemple dans ces milieux numériques, mais aussi dans ton expérience en tant qu'éducatrice, quand on pratique aussi dans des écoles d'art. Oui, moi j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est que je viens d'une formation plus de design, donc j'ai jamais appris à faire de l'électronique, de la programmation, mais c'est en partant d'outils que je savais, donc prendre un fil et une aiguille, essayer de penser les choses, que ça, pour plusieurs raisons, que ce monde a commencé à m'intéresser, mais c'est aussi grâce à la rencontre de collectifs de femmes qui s'est un peu décidé à dire bah tiens, c'est intéressant, il y a tout ce monde technologique, ces boîtes noires dures avec des boutons durs en plastique, etc., qui existent autour de nous, et nous aussi on a envie de contribuer, mais on n'a pas envie peut-être de faire de gros dispositifs, voilà, dans ce genre de contexte, mais comment nous on peut venir avec nos outils. Et donc je parle de collectifs de personnes qui viennent de profils assez différents, mais beaucoup aussi avec l'artisanat. Et en fait, c'est à ce moment-là où on s'est dit, bah, tiens, essayons de peut-être repenser un peu ce monde-là à travers nos outils. Et donc, on s'est échangé sous base très collective, d'open source, etc., des manières de fabriquer, par exemple, des circuits électroniques mous avec ce qu'on avait un peu dans nos trousses et dans notre cuisine. Donc, comment fabriquer, par exemple, des haut-parleurs en broderie ou voilà, faire des circuits souples. Donc, tout ce qui est maintenant, aujourd'hui, on appelle textile électronique, qui à l'époque n'était pas du tout enseigné dans les écoles, à part évidemment dans les écoles d'ingénieurs, etc., mais venant de milieu plus design ou artiste, pas du tout. Et du coup, je pense que ça a été une réelle expérience aussi collective de partage et aussi de dire, bah, en fait, bon, c'est toujours très compliqué cette question, est-ce que l'art est genré, est-ce que ce qu'on fabrique est genré, mais on ne vit pas le monde de la même manière, et est-ce que aussi c'est pas, pour moi, un tunnel, et ça a été un tunnel d'une brèche de créativité énorme, de se dire, mais on peut aussi réimaginer des tonnes d'histoires différentes par rapport à ce qu'on sait fabriquer, ce qu'on a envie de raconter. Et je pense qu'il y a peut-être je sais pas, à force d'observer, de noter à chaque fois que je vois comment des femmes s'emparent de certaines techniques, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans à aller chercher, et entre ce que le monde, donc dans l'art numérique, qui est très
qui à la base, c'est vrai, des milieux assez masculins, comment est-ce que des sensibilités, des fragilités peuvent être aussi des choses valorisées, et elles ne le sont pas dans les arts numériques, parce que je ne connais pas le reste de l'art, mais ce n'est pas des choses valorisées là-dedans. On aime les gros dispositifs, les choses impressionnantes, les choses qui demandent beaucoup de montage, et donc je ne sais pas, c'est un peu des questions où je n'ai pas la réponse, mais voilà, qu'on s'est beaucoup posées. Et donc c'est vraiment en venant bizarrement, voilà, pas du tout de là que je suis rentrée là-dedans, et ça m'a passionnée aussi d'essayer collectivement, d'essayer de penser le monde à travers d'autres choses, quoi, de la mollesse plutôt que des formes érigées dures. Pas de blague, mais voilà, monde de mollesse électronique. Et donc ça a été assez réjouissant, et ouais, je pense ça ouvre aussi. Et moi personnellement, je pense que j'ai profondément en moi une envie aussi d'arriver à des endroits avec d'autres pour aussi proposer d'autres choses en fait. Et pas forcément, j'ai pas envie d'être l'héroïque Ida, voilà, arriver avec des grosses choses, mais de plutôt rassembler, de questionner ça à travers d'autres choses, et ouais, mettre en valeur voilà, des pratiques, de l'artisanat, de repenser un petit peu la fabrication en fait, tout simplement, de comment on fabrique, avec qui, pourquoi, comment, quels outils. Donc voilà, c'est un peu juste une expérience juste assez personnelle, quoi. Et pour juste rebondir un petit peu sur le débat, c'est vrai qu'on m'invite souvent parce que bah, voilà, on a besoin de quotas dans les festivals art numérique, voilà, on n'a pas assez. Et c'est vrai que c'est une question épineuse. Moi, je sais pas, en fait, on a débattu pendant des milliers d'heures entre femmes à comprendre pourquoi il n'y en avait pas qui s'emparaient de ces outils-là. J'ai pas la réponse. Et en même temps, on se dit, bah, il faut quand même essayer ça parce que rien d'autre a marché avant. Bah, peut-être ça. Bon, là, j'ai pas fait d'histoire de l'art, donc peut-être, oui, ça a été tenté, ça n'a pas marché, mais c'est un peu, évidemment, personne ne veut ça, en fait, à la fin. Mais on se dit, comment on doit faire jusqu'au jour où, évidemment, j'ai plus jamais envie qu'on me demande de venir en tant que femme, là, juste regarder ce que je fais pour ce que je fais. Mais en même temps, tout ce qui a été tenté avant n'a pas réussi. Et dans les femmes, par exemple, qui m'ont, moi, beaucoup influencée, je pense cette idée de role model, dont on parle aussi de femmes qui te donnent envie de te dire « Ah, elles ont réussi à créer quelque chose un peu en dehors du reste », parce que vu que c'est un peu plus rare, parce que c'est moins visible, pas qu'elles le font pas, mais c'est moins visible de ce qu'on peut recevoir comme ces petites miettes de choses. C'est beaucoup de femmes, par exemple, dans les années 60, 70, donc je pense même 50, à Daphne Oram, qui a monté le laboratoire radiophonique de la BBC, où elle faisait de la musique électronique, parce qu'à l'époque, c'était pas de la musique, et donc elle construisait des machines pour dessiner des formes et que ça créait des compositions. Je pense à Laurie Anderson. Et vous pouvez tous regarder ce merveilleux documentaire actuellement sur Arte, d'ailleurs, sur toutes ces femmes. Je me souviens plus du titre, mais il y a un documentaire en ce moment sur Arte sur les femmes comme celle qui a créé le BBC Lab. Sisters and Transistors. Voilà, Sisters ouais, and Transistors. Belle leçon de. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé après, quoi? Il n'y a pas eu de. C'est une vraie question, parce que moi, c'est beaucoup de ces femmes-là qui m'ont énormément inspirée, et des personnes voilà, qui faisaient des streams en branchant des câbles dans des ports avec des lignes téléphoniques. Enfin, c'est des choses moi qui m'intéressent énormément aussi. Et en même temps, il y a une espèce de trou entre les deux, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'en tout cas, c'est la question de visibilisation. Et c'est de regarder peut-être à des endroits moins visibles. Donc c'est aussi des projets en parallèle que je mène avec ma partenaire de crime, Déborah Lévy, qui est ici aussi ce soir, où on essaie de regarder aussi, par exemple, comment le spectre électromagnétique a pu être formé aujourd'hui, mais à travers des pratiques dans le noir, on va dire, plutôt, où, par exemple, on a les femmes médiums qui s'associent avec les inventeurs des premiers signaux radio, des électroniciens, des ingénieurs de l'époque, et comment, en fait, peut-être qu'il y a toutes voilà, des choses dans les marges, mais qui ont contribué de manière tacite, ou peut-être moins tacite, à former toutes ces choses. C'est juste aussi une manière de regarder les choses et de dire « Ah, bah, ça c'est la science, ça c'est l'art » ou autre chose. Et souvent, j'ai l'impression qu'il faut regarder un peu dans ces puits voilà, et faire remonter un peu à la surface les traces qu'on peut avoir quand il y en a. C'est ça le problème, toujours, dans ce genre de recherche. Et peut-être penser le monde un peu autrement. Et je pense que c'est aussi excitant, c'est ce que j'ai envie de dire aussi, c'est aussi excitant de regarder le monde à travers ça, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais
l'erreur à éviter, ce serait d'essayer de demander aux femmes de faire de l'art masculin. Et en tout cas, moi, j'essaie de faire très attention à ça aussi quand j'essaye d'avoir un peu ce rôle de coach comme ça, de ne pas calquer justement les attentes qu'on peut avoir dans le contexte d'un light festival, mais d'essayer de garder... je voudrais rendre hommage à Marie du Kick Festival qui est là, mais moi, les 2 œuvres qui m'ont le plus marqué de la dernière édition du Kick, c'était des œuvres de femmes. Et si on prend le temps de la réflexion, il y avait justement cette capacité à amener une finesse et de ne pas être dans la chose verticale et imposante. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, qui me tient très à cœur et que je veux préserver, en fait. Voilà, la finesse de l'approche et dans quel monde on veut inviter les gens aussi. Et je trouve que ton œuvre ici répond tout à fait à ça. Faisait pas partie de la grande histoire de l'art, qui n'avait pas d'histoire longue et dont les femmes ont pu s'emparer parce qu'il y avait de la place pour elles. Et donc, à l'origine, la performance, les moyens technologiques étaient des moyens où il n'y avait pas de grande histoire à laquelle on allait devoir se confronter et avoir des grands concurrents. Et donc, ils ont vraiment, comme tu dis, tu parlais de brèches, c'est vraiment ça, c'est des brèches dont les femmes se sont emparées, comme les arts appliqués ont été ces brèches aussi avant. Mais une fois que ces techniques ont montré leur valeur, leur intérêt, ben, en fait, les hommes s'y intéressent aussi, et là, il y a un basculement qui s'opère. Et alors, j'aurais dû relire et retrouver cet article dans mes cours du master genre, mais on avait eu un article comme ça sur l'origine de l'informatique, où en fait, l'origine de l'informatique, c'était uniquement des femmes, parce que ça se rapprochait des milieux de secrétariat, de travail de bureau, etc. Et c'est à partir du moment où on a compris que ça allait rapporter de l'argent qu'il y a eu un basculement. Donc voilà, clairement, ici, il faut aussi comprendre pourquoi ces femmes ont été effacées de l'histoire de l'art, pourquoi est-ce que leurs pratiques ont été réappropriées et effacées, et trouver d'autres voies. Et ça pose la question évidemment de comment est-ce qu'on écrit l'histoire de l'art. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on peut toujours, enfin 2021, 2022, je me suis arrêtée dans le temps, en 2022, on est toujours focalisé sur l'histoire de l'art, une histoire de l'art. Mais en fait, concrètement, on ne peut pas écrire une histoire de l'art parce que, pour le moment, l'histoire de l'art, elle a été écrite d'un prisme qui est masculin, eurocentré. Donc voilà. Et clairement, si on acceptait de sortir de ces grandes lignes, de ces grandes filiations, de ces espèces de processus de dépassement dans l'histoire de l'art, effectivement, on pourrait intégrer d'autres figures, d'autres artistes, et donc sans doute des femmes, mais aussi des personnes de partout ailleurs dans le monde. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, on est en train d'écrire l'histoire de l'art de demain. Donc la grande question et le grand enjeu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et comment on peut agir aujourd'hui, sont quoi les différentes directions qu'on peut prendre, comment on peut prendre conscience aussi de tous les pièges qu'il y a dans ce genre de démarche pour demain, pour les gens qui vont après nous, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, surtout pour les hommes parfois, on dirait, qui seront là demain et après-demain et qui regarderont arrière. Okay. Donc, est-ce que vous avez un peu... Moi, je serais curieuse de savoir un peu votre point de vue sur l'aujourd'hui. Enfin, on sait bien qu'on vient d'une perspective qui était extrêmement engendrée, qui était monolithique, qui absolument on a reçu une éducation à regarder l'histoire, une histoire masculine écrite par des hommes, où il y a un centre, il y a une périphérie. Surtout d'un point de vue sans sens décalé dans des questions géopolitiques, mais cette idée, cette dynamique du centre de la périphérie, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les pratiques artistiques, dans la manière dont l'histoire de l'art est racontée et apprise, dans certaines, comme Claire disait, certaines disciplines, certaines manières, certains savoir-faire ont disparu ou ont été activement marginalisés. Tu disais que l'informatique a été un truc de femme parce que c'était un truc de secrétaire. C'est une manière de diminish, je ne sais pas comment le dire en français, mais diminuer certaines choses pour en valoriser les autres. C'est quoi la question aujourd'hui par rapport à ça? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de faire des expositions sur Picasso.
Par exemple. Que là, c'est bon, on a fait le tour. Par exemple. Et ça laissera déjà pas mal de place pour d'autres choses. Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste? Large question. Peut-être avec une épée? Pardon? Avec une épée? Avec une épée? Avec une épée? On peut séparer l'homme de l'artiste. Désolée. On va faire ça. Moi, je pense qu'il y a encore besoin de... Je comprends qu'on soit fatigué, mais quand je vois tout ce que j'ai découvert, et enfin, si moi j'ai découvert tout ce que j'ai découvert avec des expos comme Computer Girls, enfin, parce qu'il y a aussi... moi, j'ai détesté l'expo Les femmes font l'abstraction à Beaubourg, qui était plein de... c'était vraiment pour se donner bonne conscience, et il y a une approche ultra exhaustive de bon, c'est bon, on a fait l'expo des femmes dans l'histoire de l'art abstrait, on peut cocher la case. La médiation de l'expo était catastrophique, c'est-à-dire de toujours ramener aussi les femmes exposées à être la femme d'eux, alors que c'est censé aller contre ça. Mais de l'autre côté du spectre, on a quand même ce projet de Computer Girls dont le livre est sorti il y a quelques mois, et voilà, qui a une mine qui est aussi un petit coup d'humilité pour se dire même nous, des personnes comme toi ou moi ou aussi toi, à essayer de changer les choses aujourd'hui, de se dire ah, mais en fait, il y en a qui ont essayé déjà il y a un paquet d'années. Comment on peut faire pour pas reproduire le truc qui marche pas? C'est important à un moment d'avoir conscience de notre héritage. Et ça passe par des expos. Parce qu'une fois qu'il y a une expo sur ça, ça le place automatiquement dans l'histoire de l'art. Donc en fait, il faut passer par ce processus, je pense, pour réussir à le dépasser. Donc, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de ça. Il y a encore, si on veut rester dans la question des arts numériques, on est au début de la légitimisation d'une artiste comme Vera Molnar, qui a été une grande dame du dessin plotter dès les années 40, et qui, aujourd'hui dans les phares d'art contemporain, vous voyez du Manfred Mohr ou d'autres hommes du plotter. Et là, Vera Molnar, elle est en train d'exploser dans le monde de l'art contemporain. Il y a des 2 zéros de plus qui poussent à l'arrière de toutes ses œuvres, mais du jour au lendemain. Et c'est une vieille dame de 96 ans qui continue à créer tous les jours. Mais je dirais que ça, c'est tristement typique. Hein. Les artistes femmes prennent de la valeur quand elles sont vieilles et qu'elles vont bientôt mourir, parce que c'est tout bénef, quoi. Donc l'art numérique fait juste pareil, quoi. Oui, et on est aussi dans un cas très typique d'une femme artiste qui a été extrêmement généreuse, qui a donné à droite à gauche, qui a créé tout un bazar en travaillant avec toutes les personnes sympas qui venaient la voir. Enfin voilà, on peut vraiment trouver des patterns. Donc moi je pense que ça passe aussi là, par identifier les patterns. Et un gros manque de culot en fait des femmes artistes. Et moi je trouve ça... on a eu un soir Saloon. Donc Saloon, comme Camille disait, c'est ce réseau de femmes actives dans le monde de l'art, donc aussi bien artistes que scénographes, théoriciennes de l'art. Enfin voilà, on essaie de représenter tous les métiers du monde de l'art, et c'est un réseau qui existe dans une quinzaine de villes dans le monde et qui prend la forme d'une rencontre par mois. On fait une visite d'exposition ou d'atelier, et ensuite on se parle. Et l'inspiration de Saloon pour sa fondatrice Tina Sadolauer en Allemagne, c'était vraiment autant le salon avec la tasse de thé et recevoir chez soi, que le saloon des cow-boys où tu peux finir complètement bourré et passer la porte du saloon. Et c'est presque obligatoire pour nos membres de faire les 2 parties de l'événement, c'est-à-dire de pas juste venir visiter l'expo, mais aussi de boire des coups et puis de se raconter les sales trucs qu'on arrive à dépasser, et d'être dans cette espèce de transmission aussi de... je disais qu'on ne veut pas faire de l'art comme les hommes, mais il y a un moment, je pense que ça passe par l'imitation, ne serait-ce que pour se donner un peu la confiance en soi, et de se dire ouais, mais alors attends, un mec il aurait fait quoi dans un cas comme ça, et puis de se dire mais pourquoi on ferait pas pareil, quoi. Et c'est vraiment là que tu dépasses cette espèce de frein que tu te mets, et que tu peux être jugé pour la qualité de ton art. C'est-à-dire que de ne pas tomber dans on prend ton truc un peu bof parce que tu es une femme artiste, mais voilà, tu as eu le culot de présenter ton projet à un jury, un appel à projet, et il a été sélectionné pour sa qualité artistique. Et par rapport à ce que tu disais, justement par rapport à ce passage obligé des expositions
En fait, je trouve que c'est toute la difficulté avec les expositions. Et évidemment, je ne casse pas du sucre sur l'exposition qu'on peut découvrir ici, vous vous en doutez. Je pense effectivement que, comme tu le disais, ces expositions d'artistes femmes sont encore indispensables, mais elles ne peuvent plus être l'unique travail qu'on va fournir. Je pense qu'ici, on doit vraiment aussi aller vers les milieux académiques et simplement réfléchir non pas à comment rajouter des chapitres à l'histoire de l'art, mais comment repenser vraiment l'histoire de l'art en tant que construction. Qui l'a écrit, qui a déterminé les critères et quels critères on peut valoriser d'autres et non plus simplement inclure, mais vraiment retravailler l'histoire de l'art elle-même et questionner les grands génies, questionner ces grandes figures, pourquoi elles sont arrivées là où elles se trouvent, se rappeler qu'il y a des réseaux, qu'un artiste ne sort pas de nulle part, qu'il a rencontré des personnes à un moment pour créer sa carrière. Et donc voilà, clairement, les expositions d'artistes femmes sont indispensables parce qu'elles sont toujours minoritaires dans le milieu artistique et elles sont toujours trop peu visibles. Mais ça ne pourra pas, on ne peut pas continuer à faire ça pendant encore 20 ans, 40 ans en plus, comme on le fait depuis les années 70. Il faut aussi un moment attaquer par d'autres entrées, d'autres lieux, les milieux académiques, les équipes dans les musées pour construire d'autres discours. Et je pense que justement, ces réseaux, et on y reviendra sans doute, ces réseaux de femmes, qu'elles soient dans le milieu de l'art, c'est aussi une force parce que c'est aussi un moment faire comme les hommes en fait. C'était aussi des réseaux, et ils se poussaient, ils se plaçaient les uns les autres. Bon, on fait pareil, et c'est ça qui est important, je pense. Bah, oui, sans doute. Enfin, l'idée derrière Saloon, après c'est au côté pratico-pratique, notamment n'importe quel, c'est quoi, ton rôle dans le secteur artistique, tu vas avoir toujours besoin des compétences. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à les chercher dans le réseau. Si j'ai besoin de quelqu'un pour écrire mes textes, pour prendre des photos, pour faire une réflexion, pour un artiste qui travaille sur cette thématique plutôt que cette autre, si je cherche un commissaire, je commence à en chercher dans le réseau. Et l'idée, c'est vraiment oui, d'une manière ou d'une autre aussi, de tricher un petit peu et de créer un channel de préférentiel de recherche et de réseau et de soutien et de support et de collaboration. D'une manière, oui, j'aime bien l'idée de tricher un petit peu et du fait d'aller vraiment de créer des avenues de collaboration axés sur comme ça, où on a accès à un bassin des compétences préférentielles, construit comme ça, construit grâce à des rapports personnels, construit grâce à une intention qui de base on sait qui est partagée. Je trouve qu'on a des belles leçons à apprendre de nos amis nord-américains avec la notion de sororité, qui est très, au même titre que le networking est encore parfois un mot mal vu en Europe, alors qu'il est très valorisé là-bas. De même pour la sororité et cette idée de oui, en tant que femme, on a une responsabilité à essayer de rééquilibrer les choses et de privilégier ou de préférer sans pour autant exclure, parce que c'est aussi hyper intéressant quand ça nous arrivait quelquefois à Saloon de recevoir des attaques, de par la définition de notre réseau, on est aussi excluante. Mais genre, oui, désolé, c'est nécessaire, quoi. Et j'ai envie d'avoir espoir qu'en l'espace de quelques mois, dans notre belle ville de Bruxelles, nous avons une nouvelle directrice de IMAL, qui est une femme, une nouvelle directrice de Beaux-Arts, qui est une femme, et une directrice artistique de Canal, qui vient d'être nommée, qui est aussi une femme. Et au même titre que moi, je ne m'impose pas des quotas d'artistes féminines dans mes programmations, j'attends pas ça d'elles. Mais au moins, moi j'ai été très convaincue de la nécessité d'être vraiment active dans le changement par une femme qui s'appelle Stéphanie Pécourt, qui est maintenant la directrice du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, et qui a créé cet événement qui s'appelle Nova XX, qui est une biennale pour mettre en avant les femmes, art, sciences et entreprises. Et elle, son cheval de bataille, c'est de toujours ramener ça aux chiffres. C'est-à-dire, plein de gens vous diront « Ah non, mais le féminisme, ça va. Oui, bon, les femmes, ça va. Vous avez qu'à prendre la place. » Mais non, il faut ramener ça aux chiffres. Et quand on regarde les chiffres de combien de femmes directrices de grandes institutions artistiques à l'échelle internationale, ça suffit comme argument, quoi. Et d'être toujours sur les chiffres et de se dire tant que ces chiffres-là n'ont pas changé, il y a encore du boulot.
Et il ne faut pas juste espérer que les choses se fassent toutes seules, quoi. Mais juste pour rajouter une toute petite chose, c'est vrai que même dans mon expérience personnelle, c'est aussi on t'invite parce que c'est en ce moment la mode. Alors est-ce que les identités de genre sont des modes? Voilà, bof, non. Mais c'est invité pour créer un contexte à un moment donné. Mais en fait, quand on voit qui sont les gens dans les places de pouvoir, ça reste les mêmes. Et la question, c'est de la visibilisation. Qui a les budgets, qui a le soutien? Et que oui, ça peut peut-être durer 2 ans, puis après ça recommencera. Et en fait, c'est la vraie question. C'est juste, oui, mais vous m'invitez, mais alors qu'est-ce qui a vraiment changé? De quelle manière vous vous préoccupez de manière profonde de la manière dont ces femmes vont avoir une place structurée pour ensuite devenir aussi des modèles pour d'autres femmes? Parce que je pense que sincèrement que il y a une histoire là-dedans. C'est que quand tu as des modèles, ça te dit, mais oui, je peux aussi aller là. Et c'est juste que c'est un peu, en ce moment, je pense qu'on a tous, tout en parlant avec les femmes artistes, c'est un peu cette impression qui nous reste, c'est un peu superficiel. Et que dans la racine du problème n'est pas là. Et c'est douloureux et ça demande de changer. Et je trouve qu'il y a aussi de très bonnes choses à explorer et super intéressantes et créatives de repenser, c'est quoi l'histoire de l'art, mais qu'est-ce que l'art aussi? Enfin, c'est des grandes questions. Je veux dire, Et il y a plein de choses à travailler, à créer, à repenser, de regarder les choses autrement, de les aborder autrement. Et faut plutôt, je pense, s'en enrichir, mais pas être juste en surface des choses et dire on fait ça comme ça, mais regarder les choses de manière profonde. Oui, c'est cette question d'être juste bêtement le reflet de la société. Et, par exemple, il y a un plafond de verre très typique pour les femmes artistes, c'est le moment où tu as un enfant. Pour les femmes au niveau international, je connais 2 résidences d'artistes qui prévoient l'idée même qu'à un moment, tu puisses avoir un enfant. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que femme artiste qui veut appliquer pour cette résidence? Et c'est bien, du coup, super. Les femmes artistes ont une carrière qui s'arrête à 30 ans et qui peut peut-être reprendre à 85, quoi. Donc j'ai cette approche très souvent terre à terre et pragmatique, mais les questions, elles sont là, quoi. Et c'est les mêmes que l'inégalité salariale ou les difficultés d'accès aux postes de direction, quoi. Faut pas se leurrer. Peut-être que le monde de l'art est un peu un catalyseur et voilà, on est plus dans des choses extrêmes, mais voilà, on va pas par contre résoudre les problèmes d'inégalité dans nos sociétés en mettant des quotas de femmes artistes dans les expos, quoi. Non, bien sûr, c'est un problème systémique qui, dans le monde de l'art, est particulièrement visible à cause de la nature du travail, qui est un travail qui existe pour être montré, pour être exposé. Donc là, il y a vraiment un spotlight dessus. Mais le problème est systémique. Et donc, est-ce que la question passe alors à la plus grande échelle? Bon, ou pas? Parce que là, vraiment, sinon... C'est une question immense. Il faut ce qu'on est en train de... Là, on arrive à toucher vraiment sur un changement sociétal profond. Comme tu disais, Juliette, la simple question des crèches, c'est une question qui ne touche pas seulement aux femmes artistes, ça touche à toutes les femmes du monde qui travaillent et qui, à un certain moment, se trouvent confrontées à la question de est-ce que je veux une carrière ou est-ce que je veux des enfants? Parce que les deux, c'est pas possible. C'est absurde d'arriver à devoir être forcé à se poser la question. Donc, pour revenir un peu dans les milieux artistiques, parce que sinon on part vraiment, et là, on ne s'arrête plus. Notre heure de panel talk, ça va devenir une nuit entière. Moi, je voudrais justement ouvrir un peu au public et voir s'il y a des questions. On n'a pas de questions? Parce que moi, j'ai une question. Moi, s'il n'y a pas de questions, j'ai une question qui est là sur la pointe de ma langue depuis un petit moment. Je voudrais bien un commentaire sur la Biennale de Venise 2022. La Biennale de Venise 2022. Ah oui, mais moi j'ai fait... C'est c'est un fresh news. Donc, ça va, donc je suis pas trop en retard parce que j'ai vu ça aujourd'hui, je savais pas trop quand c'était sorti. Ah non, c'est noté sur ma mal feuille passé. aussi. Donc, justement, on parlait des expositions
d'artistes femmes et d'étiquettes, etc. J'ai l'impression que justement la Biennale de Venise 2022, c'est un bon exemple dans le sens où, donc c'est, comme ça vous avez les chiffres, c'est une exposition où sur 213 artistes, vous avez 21 artistes qui sont des hommes, donc c'est 10%. Et donc c'est vraiment la première fois qu'il y a une telle majorité de femmes dans cette Biennale de Venise. Et en fait, tout l'intérêt, c'est que la commissaire, dont je ne connais pas le nom, je ne l'ai pas noté celui-là. Patrice Alemagni. Voilà, merci. Justement, elle ne surfe pas là-dessus. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi, j'ai vraiment juste lu un article, donc tu me compléteras, mais elle n'a pas du tout l'air de prendre ça comme un atout ou un argument pour vendre cette biennale comme une biennale féministe. C'est juste que voilà, son choix s'est porté sur un grand nombre de femmes qu'elle souhaite présenter. Et justement, on n'est pas dans ce truc superficiel de présenter une biennale de Venise 100% féminine parce qu'il faut présenter des femmes. C'est juste qu'elle, les artistes qu'elle aime, qui la touchent, qu'elle a découvert, ce sont majoritairement des femmes. Et donc, elle a fait le choix de les présenter parce que c'est ces femmes qui l'intéressent. Donc, moi, du peu de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que justement, c'est encore une preuve que les choses évoluent. Et là, peut-être de manière moins superficielle que des expositions un peu attrape visiteurs avec des étiquettes. Après, faut pas être dupe, c'est du pain béni de marketing, mais c'est vraiment une super méthode d'être dans un tel niveau de normalisation qu'on va avoir une programmation essentiellement féminine sans en parler. De dire genre, non mais de quoi? Et ça, c'est le niveau d'après. Ouais, mais on est presque là-dedans du coup là, parce que c'est pas une volonté ou c'est pas revendiqué comme tel, c'est comme un résultat issu du fait de voilà qui est à la direction de ça quoi. Et moi je pense que c'est la meilleure méthode, c'est de faire un panel avec 4 femmes sans dire genre vous avez vu c'est un panel avec 4 femmes. Bon après on est dans un contexte quand même avec un peu un projecteur sur les femmes et puis dans un jour un peu spécial pour le lancement etc. Mais c'est vraiment la meilleure méthode, c'est de faire genre bah ouais et alors. Aujourd'hui, il y a la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Déjà qu'il y a besoin, on a besoin d'une journée internationale des femmes et des filles de sciences. Mais oui, la question est, ça serait très beau, ça serait magnifique, ça devrait être normal de dire une artiste, point. Sans besoin de spécifier. On doit une exposition d'artistes femmes avec un capital, avec un grand F. Non ? Ah oui, complètement, ouais, je suis bien d'accord. Et à la fois, pour le moment, il y a, alors je ne fais pas de la pub, promis, mais passez parce que c'est quand même bien, il y a une expo à la Centrale qui s'appelle La vie matérielle, et typiquement, c'est une exposition qui ne met pas en avant que c'est que des femmes, mais c'est effectivement que des femmes, et quand je la guide pour des ados, à la fin, je leur demande s'ils ont remarqué qu'il y avait un point commun entre les artistes que je leur ai présentés, et à un moment, ils tiltent qu'en fait, ils ont vu que des femmes, et un jour, j'ai un jeune qui m'a dit « Mais c'est dégueulasse !» Ah oui, bah écoute, à chacun son tour. Hein. On prend la parole 5 minutes et ça y est. C'est la catastrophe. Moi, ça m'arrive régulièrement Bon, c'est un peu comme un passe-temps, mais quand je vois un concours de vidéo mapping, en général, c'est le pire du pire. Je vois ça passer sur Twitter dans peu importe quel pays et je vais voir qui est le jury et je ne vois pas une femme. Mais et le nombre de fois quand je leur dis bon, il n'y a pas un problème avec votre jury, ils sont là mais non, mais quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a notre jury, je dis, que des hommes blancs quoi, ça va ou quoi? Parce qu'en plus pour un jury t'as vraiment pas l'excuse de la qualité artistique, tu peux toujours trouver une ou deux femmes, genre allez vas-y fais un effort. Mais ça c'est aussi une question, c'est que ça demande un peu plus de boulot. Et on en revient à qui sont les gros feignants dans les gens qui programment les trucs. Et j'ai trouvé ça super. Il y a eu, il y a quelques années, une vague chez les artistes un peu influents, enfin artistes à une certaine renommée, encore une fois aux États-Unis, des artistes hommes qui à un moment ont fait comment on dit, une tribune en disant bah voilà, nous ça nous dérange, puisque les programmateurs vont pas changer leur manière de faire. À partir de maintenant, nous refusons publiquement de participer pas seulement à des expos, mais aussi à des panels, à des jurys où il n'y a pas un minimum de diversité. Et là, oulala, scandale, mais oui, mais comment on fait? Nous, on ne connaît pas d'artistes femmes. Ah ok, vous êtes vraiment des boulets. Bon, bah, à ce moment-là, ces artistes-là ont mis en place via Twitter de créer une liste de genre, si vraiment vous ne faites pas l'effort de chercher, voilà, tenez,
un tableau Excel d'artistes femmes dans les arts numériques. Enfin voilà, c'est Un ordre alphabétique. Ouais, voilà, rangé par région des États-Unis ou quel est leur cachet. Et bon, et en fait, c'est quoi? C'est pas de jouer au plus débile, c'est de dire, d'aller jusqu'au bout, de faire tomber les oui mais. Ah mais c'est compliqué, c'est pas si simple. Genre bah non, en fait c'est pas vrai quoi. Genre vas-y juste travaille un peu plus dur. Et c'est vrai que si demain moi je dois vous faire une programmation pour un light festival, d'un coup on me donne 200 000 €, je dois vous trouver 10 œuvres. Que des hommes, je vous le fais en 1 heure quoi. Mais par contre, si je veux trouver et faire un parcours vachement plus intéressant, vachement plus chouette, vachement plus différent, bah ça va pas, je peux pas te faire ça en 1 heure quoi. Donc c'est un truc de aussi, ça demande du travail. Et je pense que là du coup on bifurquerait vers un autre sujet qui est sommes-nous rémunérés à juste titre pour notre travail et est-ce qu'on permet aux gens de faire correctement leur travail? Voilà, c'est une autre question. Et on pourrait aussi amener à la question de la rémunération des artistes femmes versus celle des hommes. Mais voilà, c'est un autre vrai problème quoi. C'est le manque de salaire qui fait que les gens doivent prendre des raccourcis quoi. Les raccourcis faciles, c'est mettre que des gros trucs verticaux déjà faits avec, si possible, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme ça, c'est réglé. Ouais, grâce à les recherches qu'on a fait pour cette exposition pour FAST, je viens de découvrir en fait très récemment que le gender pay gap est là depuis le Moyen Âge. Donc on a les premières traces écrites, documentées d'un pay gap entre 50 et 70%, autour de 1100, 1120. Donc on a un petit peu à rattraper, c'est un tout petit peu. Est-ce que toi, Claire, ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu étais moins bien payée que des artistes masculins? Je sais pas, mais parce que je pense, je sais pas. Bah, après, ça dépend aussi des niveaux des artistes, donc c'est aussi le problème de la légitimité. Mais j'ai des hommes artistes qui me coachent quand même, mais ils disent non, il faut toujours demander plus. Je peux te coacher aussi si tu veux. Mais donc ça se discute pas beaucoup en fait, mais entre copines, on en parle, et dont les copines de Saloon. C'est un bon endroit pour dire non, dire aux autres non, il faut demander tant, et vice versa quoi. Coacher les plus jeunes Oui, et dans Saloon, on a même parfois expliqué à une membre qui est plus côté programmation, mais qui venait du monde de l'art contemporain, où il est d'usage de pas forcément payer les artistes, que peut-être dans les arts numériques, on fonctionne différemment. Donc voilà, c'est pas juste entre artistes, hein, c'est cette idée d'écosystème en fait. Donc dans l'idée de la sororité, et je pense à l'échelle même d'une société, on devrait fonctionner vachement plus sur toujours avantage de quel est l'écosystème, aussi bien du night shop en bas de chez toi, de qui tu as besoin pour pouvoir faire ton boulot. Et c'est important du coup de ne pas être contre, mais de toujours essayer de fonctionner avec. Et de dire, ah non, mais voilà, il y a des solutions, mais oui, payer les artistes. Je pense que c'est beaucoup une question, je le ressens moi, avec beaucoup d'amis, c'est la question de la légitimité. Et il y a toujours ce fameux syndrome qui arrive et on ne se sent pas légitime ou d'être là à cet endroit-là. En plus, avec tout ce mouvement autour, ça rend les choses encore plus difficiles des fois de dire pourquoi moi je suis visible et pas les autres. Enfin, c'est un peu complexe, je dirais, ouais. Et donc, je pense que comme tu disais, Juliette, c'est exactement ça. T'arrives, oui, je sais pas si mon projet est assez bien, t'arrives jamais avec les mots qu'il faut, t'aimes pas parler en public, et c'est tout ça qui est très compliqué. Et en même temps, mais est-ce qu'on a envie de ce monde, de devoir toujours dire non, moi je suis le meilleur, je sais pas, mais on est dans un système qui est comme ça, donc voilà, si tu veux y arriver, il faut rentrer là-dedans, mais en même temps... C'est pour ça que ça se joue à l'école, apprendre aux artistes femmes à se vendre dès l'école, et pas à se vendre, ça n'a rien de sale, hein, mais à savoir parler de leur projet, donner une valeur à combien tu demandes pour un groupe show, combien tu demandes pour un événement de quelques jours. Toutes ces choses-là ne sont pas du tout abordées dans les écoles d'art, et c'est catastrophique parce que ça veut dire que tu mets jamais dans l'idée de l'étudiant le fait que ça puisse avoir une valeur et que tu puisses en vivre. C'est quand même un gros problème, quoi. Mais oui, il y a ce truc d'en parler. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup arriver au vernissage et dire genre alors c'est quoi ton cachet, et comme ça et le nombre de fois où vous réalisez qu'il y a des artistes pas payés, des artistes payés, et c'est juste ceux qui ont demandé ont été payés et ceux qui n'ont pas demandé n'ont pas été payés. Après il y a des personnes qui fonctionnent pas du tout comme ça niveau organisation, mais il y en a que ça arrange, quoi.
Moi, je voudrais rebondir un instant sur la question de role model. Si tu le vois, tu peux l'être, tu peux le devenir. Le fait que les femmes artistes ont été effacées de l'histoire de l'art, est-ce que c'est à l'origine de ce syndrome de l'imposteur, ou l'impostrice? On ne sait pas si on dit ça en français, c'est possible, c'est un néologisme, du fait que il n'y a pas de modèle, on n'a pas eu beaucoup de modèles, on a eu quelques-uns, c'était souvent dans des rôles un peu contre, comme si pour s'insérer, pour faire partir de la conversation, il fallait forcément être contre, ou être étrange, ou être périphérique, underground, comme si c'était la seule, se mettre en contraposition, c'était la seule manière de participer à la conversation. Oui, ou après, il y a aussi énormément d'artistes femmes qui étaient très, très dans la norme, parce qu'aussi elles devaient se battre contre tellement de choses que elles n'ont pas forcément fait partie des avant-gardes, parce qu'il fallait déjà lutter avec tant de choses qu'elles rentraient dans les normes, et c'était déjà immense de gagner sa vie avec de la peinture. Je pense à Rosa Bonheur. Si aujourd'hui on regarde Rosa Bonheur, on se dit qu'elle était à la traîne par rapport à l'avant-garde, par rapport à un Courbet, mais ça remettre dans un contexte aussi de lutte et de finalement grand combat, d'atteindre déjà ce stade-là. C'est clair qu'il y a une égalité à la mémoire, et c'est tout le problème, je pense, des artistes femmes, c'est qu'on passe son temps à les redécouvrir tout le temps, et que là on en revient toujours à ces questions d'histoire de l'art, qu'il faut un moment qu'on arrête de les effacer, qu'on les conserve, et qu'effectivement on est ces modèles pour pouvoir se construire. Après, je pense que ces questions de légitimité, je suis moins apte pour en parler, mais c'est aussi une question de sociabilisation, de comment les femmes ont été sociabilisées et se comportent en société, et donc ont plus de difficultés à s'imposer sur ces questions-là, quels que soient les métiers. On en parlait avec les sciences, c'est la même chose. Donc c'est pas seulement un manque de modèles, mais c'est aussi une manière de sociabiliser et d'éduquer les petites filles qui leur donnent ces difficultés-là, de manière très grossière et large. Ouais, puis il y a les modèles... il y en a plein, j'ai l'impression quand même, des modèles, des Niki de Saint-Phal, des Louise Bourgeois, et en fait, je séparais, il y a vraiment deux catégories. Il y a les copines, comme toi tu dis, qui tu peux demander, genre, vas-y, combien tu demandes pour un show qui dure 6 mois, enfin, le truc un peu impossible à quantifier parce que ça t'arrive pas tous les 3 jours, et c'est presque plus de ces modèles-là qui me manquent, j'ai l'impression, ou c'est peut-être encore moi qui reviens avec mon pragmatisme, mais moi je sais que ça m'a beaucoup aidé le jour où j'ai eu une mentor femme à qui je peux faire un message WhatsApp, en fait. C'est genre je suis en panique, j'ai tel directeur d'un festival qui me maltraite, aide-moi. Et je peux essayer de faire un WhatsApp à Louise Bourgeois, dont j'adore le travail. Je suis pas sûre qu'elle va beaucoup m'aider dans mon problème très quotidien. Donc je pense que c'est aussi une complémentarité comme ça. Et en effet, un peu d'essayer de dépasser ce truc qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, de mise en compétition. En fait, qu'il y a un truc... qui n'est pas non plus spécifique au monde de l'art, mais des femmes un peu survivors qui font ce qu'elles peuvent, et de transformer la compétition en sororité, encore une fois, et en bienveillance, et de se dire... et ça, je pense, c'est un truc dont on est très fiers avec Camille, avec Saloon, mais il n'y a absolument aucun sentiment de compétition dans nos rencontres, alors même que... Au contraire. Oui, voilà, c'est toujours très bienveillant et très, très généreux. Et on a un beau mélange de personnes beaucoup plus réservées et de personnes un peu plus badass qui vont y aller, quoi. Ouais. Quelques questions? Oui. Oui, merci. C'est pas vraiment des questions, mais c'est plutôt des remarques par rapport à ce que vous avez dit. Il y en a plusieurs, mais je ne vais pas toutes les faire à mon avis, mais sur la Biennale de Venise. Parce que moi j'ai l'impression, enfin je trouve ça très chouette cette nouvelle commissaire, et qu'il y ait énormément d'artistes femmes. Par contre, moi j'ai vu pas mal d'articles en fait dans la presse sur cette nouvelle sélection de cette curatrice et cette sélection d'artistes femmes. Et en fait les articles, ça portait surtout sur le fait que ce soit une femme et des artistes femmes. En fait on ne parlait pas des projets.
Et en tout cas, dans les médias spécialisés, complètement art, on parlait des projets, évidemment, mais dans le reste, on parlait vraiment du fait que ce soit une femme et qu'il y ait plein de femmes, alors qu'il y aurait eu une expo de la Biennale de Venise avec un commissaire homme et avec voilà, toute une flopée de projets sélectionnés comme tous les 2 ans. On aurait parlé des projets, on n'aurait pas dit ouais il y a plein d'hommes ou il y a plein de femmes et donc voilà, ça c'est une première remarque à faire. Et la seconde, c'est aussi que j'ai un peu l'impression que, parce que si vous regardez toutes les statistiques de la Biennale de Venise, en fait, les statistiques, elles sont horribles et exécrables. Je ne sais plus combien de pourcents c'est, mais c'est 20 ou 30% de femmes max. Et ça, c'est encore dans les dernières années, mais plus on va loin dans le temps, plus il n'y a pas de femmes, en fait. Et que j'ai l'impression... c'est pour éviter que ce move a été fait, pour éviter de se prendre un retour de bâton que toutes les grosses institutions sont en train de se prendre actuellement, de se faire taper sur les doigts parce que on regarde s'il y a une programmation diversifiée en termes de genre, mais pas que, d'origine, de pays, enfin voilà. Et du coup, j'ai l'impression que c'est genre pour éviter de se faire taper sur les doigts, et c'est un peu la même chose en fait. Et je pense qu'ils ont regardé aussi ce qui s'est passé avec le Turner Prize. Pour ceux qui ne connaissent pas dans l'Assemblée, le Turner Prize, c'est un gros prix d'art contemporain en Angleterre. Et en fait, il y a quelques années, je crois que c'est, enfin, tout récemment, en fait, tous les nominés pour ce prix qui est ultra prestigieux dans le monde de l'art contemporain, c'était quasi tout le temps des hommes, ou en tout cas, ou quand il y avait des femmes, c'était des femmes blanches, enfin bon, bref, il y avait principalement des hommes. Et dans les jurys aussi qui déterminaient le Turner Prize, c'était majoritairement composé d'hommes. Et du coup, je crois que c'est il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà, tous les nominés ont dit, en fait, nous, on se retire de la nomination du Turner Prize, on ne veut pas être nominé parce qu'on critique cette position-là. Et ce qui fait que maintenant, les nominés du nouveau Turner Prize, ce sont que des collectifs qui sont sur soit des questions de diversité, d'inclusion, d'inclusivité, des collectifs qui parlent d'être une personne de couleur de peau foncée dans un monde occidental, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc j'ai l'impression qu'ils font un peu la même chose avec la Biennale de Venise, et donc je voulais juste commenter là-dessus parce que... Un peu une overcompensation. Voilà, et ça arrive souvent en fait dans le monde de l'art, et on le voit avec les femmes font de l'abstraction à Beaubourg, c'est clairement en fait la même position, je trouve en tout cas, voilà. Je dirais qu'on peut juste espérer que maintenant, ils aient juste plus du tout le choix et que ça continue comme ça. Que là, peut-être que c'est un peu forcé, mais on peut espérer qu'ils puissent plus faire demi-tour après, simplement. Et voilà, c'est l'espoir qu'on peut avoir, qu'à un moment, on est arrivé à un point de non-retour où on ne pourra plus présenter des expos ou des prix où il n'y a que des hommes blancs. C'est vrai que c'est un peu ridicule ces phénomènes. J'ai envie d'avoir un petit peu d'espoir qu'il y a eu les extrêmes un peu équivalents à ce que là on vient de dire dans le monde du cinéma et des prix du cinéma, et qu'après 2-3 années de gros n'importe quoi, comme les exemples qui viennent d'être donnés, il y a une espèce de retour vers le milieu. Et voilà, et ça ne veut pas dire, après, encore une fois, on va tomber dans des débats beaucoup qui nous dépassent vraiment en termes de compétences et de savoir, est-ce que le droit à l'avortement ne devrait pas être inscrit dans les constitutions, vu qu'à tout moment, on peut à nouveau nous l'enlever. Preuve en est ce qui se passe dans plein de pays européens, de se dire, voilà, il faut un extrême complètement délirant qui fait qu'on ne parle même plus des projets pour peut-être revenir vers le milieu, mais ça ne veut pas dire que ça va devenir non plus une norme, donc il faut toujours... voilà, c'est ce truc d'être actif, et je donnais cet exemple des artistes, d'artistes hommes spécifiques aux arts numériques aux États-Unis pour bien dire que c'est dans une approche de faire avec et jamais faire contre, et que je n'aime pas trop ce mot d'allié, mais c'est juste ce truc voilà, d'être responsable en tant qu'individu, de se rendre compte que chacun a un pouvoir d'influence dans le monde qui l'entoure, sur tous les aspects de nos vies quotidiennes et sur tous les choix qu'on fait, et que ce soit quelque chose qui, encore une fois, soit évident à l'école, et on est encore très en arrière sur ces questions-là. Pour moi, si ces problèmes étaient beaucoup plus abordés voilà, dans les écoles, on serait beaucoup moins à en parler dans des panels comme celui de ce soir, quoi. Ce serait ce truc de culot, ce truc de, tous les leviers qu'on évoque, d'avoir une femme à un poste à la Biennale de Venise, qui fait qu'on bascule dans cet extrême qui dessert, à mon avis, les artistes aussi, hein.
Voilà, on peut se poser la question, combien d'artistes se demandent genre mais pourquoi je suis sélectionnée à la Biennale de Venise cette année? Est-ce que c'est parce que mon projet est bon? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Enfin voilà, c'est vraiment pas comme ça qu'on change les choses, quoi. Ok, on a une petite question. Donc là. Alors, je pense qu'après cette question, on va boire un petit verre et manger un petit tacos. Tacos. Bonsoir. Alors moi, je veux partager une petite frustration. Quand j'étais étudiante, je fais des études de art média. Et en fait, quelque chose qui m'a beaucoup frustrée, c'est que j'étais vraiment fan, et je suis toujours fan d'une artiste, Laurie Anderson. Et une des raisons pour lesquelles je n'ai pas su faire une recherche sur son travail, parce qu'il n'y a pas assez de texte sur son contenu, sur le contenu de son travail. Donc elle est présente dans beaucoup d'expositions, mais en fait, vraiment un texte théorique où on explique sa démarche, comment elle travaille avec la technologie, on ne trouve pas. Et j'ai dû m'arrêter là, et je trouve ça super frustrant, en fait. C'est pas une seule femme, c'est quelqu'un de très connu, donc en fait, c'est triste, moi, je trouve. Après, je sais pas si c'est spécifique à son côté... c'est aussi lié à sa pratique. Il y a un manque réel de théoriciens sérieux pour tout ce qui est lié à la création numérique ou à l'exploration de nouveaux médias, qui n'est malheureusement pas spécifique aux femmes et qui est un réel problème même aussi pour les hommes. Hein, donc c'est un retard, c'est triste, hein, mais quand elle sera plus là, Laurie Anderson, il y aura plein de textes théoriques super intéressants sur son travail. Mais voilà, après c'est la question des nouveaux médiums et qui ne sont pas encore considérés par l'histoire de l'art traditionnelle et donc pas suffisamment théorisés, écrits, analysés. Je ne sais pas dire si c'est lié au fait que ce soit une femme. Mais en tout cas, oui, c'est un vrai... Enfin, il y a la même chose avec des gens comme Vera Molnar que je citais tout à l'heure. Peut-être que c'est pire pour les femmes parce que s'il y a un retard général pour cette nouvelle scène, c'est pire pour les femmes. Mais je trouve qu'il y a un vrai déficit de personnes qui s'intéressent à ces nouvelles formes de la création, quoi. Mais Laurie Anderson, que je pense est une des plus grandes artistes de notre époque, je pense aussi c'est parce qu'elle ne rentre pas dans les cases. Et du coup, ça demande plus de travail parce que c'est une artiste qui a touché tellement d'endroits, tellement de zones que voilà, elle a fait, elle a créé aussi un chemin. Mais je pense que c'est aussi ça demande plus de travail parce qu'elle n'a pas répété voilà, une forme comme ça consensuelle de ce qu'on attendait d'elle là-dedans. Et je pense, ouais, c'est juste plus de boulot, ouais. Mais fais-le. Voilà. C'est ça aussi, je dis, je veux dire, des fois, même moi, il y a des endroits où on se dit, mais je suis pas habilitée à faire ça, mais il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement d'histoires à au moins lancer des graines pour qu'on se dise, bon, tu le d'autres fais gens un le peu reprennent. dans ton travail de recherche, parce que tu as aussi un travail de chercheuse, tu le fais un peu de prendre des choses, tout ce qui est autour de l'éther et des approches presque autour du paraphysique, paranormal, etc. Tu dis, bah voilà, le truc n'a pas été fait, bah, je vais le faire moi, et tu fais fi de ne pas avoir la bonne casquette académique ou je ne sais quoi. Ça, c'est vrai que par exemple, il faut... Pour terminer peut-être sur du positif, en Fédération Wallonie-Bruxelles, à la Commission des arts numériques, nous sommes quand même, c'est une commission qui fait partie de la Commission des arts plastiques, et dans les arts plastiques, on est parmi une des rares commissions qui valorise par défaut le fait que les artistes rémunèrent leur travail. Donc ça, quand on a des experts venus des arts plastiques qui viennent chez nous, ils hallucinent que les artistes osent demander de l'argent pour payer leur salaire, enfin leur temps passé. Et on a aussi une bourse de recherche qui n'a aucune exigence quant à la légitimité académique de quelqu'un qui demanderait de l'argent pour cette bourse. Alors après, ça reste malheureusement les moyens assez petits de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je trouve que c'est vraiment une chance et une rareté en fait dans le paysage international de donner des bourses à des artistes ou même des personnes qui travaillent dans le monde de l'art qui n'ont pas un niveau, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master ou une thèse ou je ne sais quoi pour voilà, faire une recherche sur un sujet très spécifique qui va être lié à la création numérique par diverses manières. Et il y a en fait pas mal de femmes artistes qui demandent cette bourse parce que je pense que ça correspond aussi bien au processus
encore une fois, je m'excuse pour les caricatures, hein, mais de la femme qui va d'abord préférer chercher sur son sujet de sa création avant de se sentir légitime pour s'exprimer dedans. C'est un peu ton parcours aussi. Hein. Enfin, voilà, tu recherches avant de dire je vais créer quelque chose sur cette base-là. Et voilà, c'est assez rare pour être souligné, comme le fait qu'il y ait des moyens ici pour rendre possible une exposition comme celle de ce soir ou un panel comme celui-ci. Il faut quand même se rappeler que dans plein de territoires, ce ne serait pas imaginable. Merci pour cette note positive, Juliette. Okay, Go la Belgique. Parfait, un grand merci Lise, Juliette et Claire. Merci à tous vous, à toutes et à tous. Je vous invite à nous joindre au milieu du Square G pour un verre et pour continuer la soirée. Un grand merci.